On part d'une personne qui est décédée et on va rechercher des vivants. Le but ultime, c'est de trouver un héritier. On est des Sherlock Holmes. On part de rien. On part d'une personne et on va carrément reconstituer son arbre généalogique. On va essayer de gratter la moindre information. Rares sont les personnes qui ne veulent pas avoir d'explication sur leur passé. En tant qu'être humain, on a besoin de réponses. Et en tant que généalogiste, peut-être encore plus. Ça y est, on y est dans l'histoire. Ils sont généalogistes successoraux. À la demande des notaires, ils recherchent les héritiers inconnus ou introuvables d'un défunt dont la succession doit être réglée. Pour les retrouver, ils remontent dans le passé des familles. Je suis Bruno. Michel et moi, on est deux frères. On a eu un message sur le répondeur. Notre père, il est mort. Ma mère m'avait dit que mon père était décédé il y a 25 ans. Alors qu'il était encore là, en vie, à 50 km de chez moi, à la Flèche. J'aurais pu aller le voir. On me l'a pas dit, on l'a rien fait, on m'a rien dit. C'est terrible. Ce qui est difficile pour un généalogiste, c'est qu'en faisant ses recherches, il va parfois mettre à jour des secrets de famille. En d'autres termes, on va semer un trouble là où un mensonge avait permis à une famille de vivre paisiblement. Dans notre dossier, Bruno et Michel ont attendu 60 ans pour découvrir que les fondations de leur vie n'étaient pas les bonnes et que finalement, ils ont vécu plus de 60 ans sur un mensonge. Je m'appelle Damien, j'ai 47 ans et j'exerce depuis 20 ans le métier de généalogiste successoral. Bonjour Vanessa. Bonjour Damien. Ça va bien? Et toi? Très bien. Ouais. Je te suis? On y va? On est parti. Vas-y. Merci. Ouais, donc j'ai un nouveau dossier à te confier, Damien. C'est un monsieur qui se prénommait Jean-Marie, qui est décédé il y a quelques mois, là, au mois de juin. D'accord. C'est une personne que je connaissais assez bien parce que je lui avais rendu visite à 3 reprises. Et il voulait me rencontrer pour d'éventuelles dispositions testamentaires, dispositions qu'il n'a jamais prises. Et ce monsieur s'était confié lors de mes visites. Je sais qu'il a 2 enfants. D'accord. Issu de sa première épouse. Il s'est marié 2 fois à ta connaissance? Il s'est marié 2 fois. D'accord. Là où tu dois intervenir, c'est pour retrouver ses 2 enfants, parce que ce monsieur avait perdu tout contact avec eux. Ça date de quand à peu près? C'est quelque chose qui était récent? En 1962, quand il a divorcé avec sa première épouse. Donc ça fait quelqu'un qui n'a pas vu ses enfants depuis plus de 50 ans. Ah mais oui. Ah ouais. Quand il m'avait confié ça, j'ai ressenti un grand sentiment d'amertume parce que je pense qu'en fait, il aurait voulu reprendre contact avec ses enfants parce qu'il savait qu'il était quand même sur sa fin de vie. Et est-ce que tu avais quelques éléments par rapport à ses enfants? Est-ce que tu avais leur état civil, leur date de naissance? Rien du tout. Non, rien du tout. Je n'avais strictement rien d'autre. Est-ce que tu as quelques éléments par rapport à l'actif laissé par le défunt? Parce que c'est une question qui me sera posée par les enfants si je les retrouve. Alors qu'on a la maison où ils habitaient avec son épouse. D'accord. Qui est évaluée aux environs de 70 000 €. D'accord. On a des liquidités, 110 000 € à peu près. Donc il y a quand même un peu d'argent. Il y a quand même un peu de patrimoine, ouais. Peut-être que s'il n'a pas fait de testament, c'est tout simplement parce qu'il souhaitait que ce soit ses enfants qui héritent. Oui, je pense. Il ne me l'avait pas dit directement, mais c'est ce que j'avais ressenti, oui. La notaire nous explique qu'elle a rencontré à plusieurs reprises la personne qui est décédée parce qu'il envisageait de faire un testament. Il voulait savoir, il ne savait pas trop ce qu'il pouvait faire. Et puis finalement, il décide de ne pas faire de testament. L'extrait d'acte de naissance, on l'a reçu. Originaire de la région de Saumur. Oui, c'est ça. S'il fait ce choix, ce n'est pas par hasard. Il a bien compris que s'il ne fait pas de testament, ses biens, son patrimoine, reviendront à ses enfants. On commence de demain. Des enfants qu'il n'a pas vus depuis plusieurs dizaines d'années, probablement, mais son souhait, c'est qu'ils reçoivent tout.
Pour les généalogistes, le passé est un terrain de jeu. Leur métier consiste à retrouver les héritiers inconnus ou lointains d'un défunt. En cas de succès, ils prélèvent leur commission sur le montant de la succession. On va vérifier les naissances sur Saumur parce qu'il se marie en 1953 à Saumur, il divorce en 62 à Saumur. D'accord. Donc il y a quand même de bonnes chances pour qu'on ait des enfants s'il y en a de cette union-là. Sachant qu'il se remarie qu'en 75, donc ça serait bien d'aller un peu plus loin que jusqu'au divorce. Il faut qu'on passe 1963-1972 pour vérifier les enfants naturels. On peut hériter d'un défunt jusqu'au 6e degré de parenté pendant 10 ans. Au-delà de cette période, la succession revient à l'État. Merci. Merci madame. C'est très gentil. Pour trouver l'héritier manquant, les généalogistes fouillent les archives et cherchent les actes qui établissent la généalogie du défunt. Il y en a pas mal de... Moi j'en ai 8 sur la période 53-62, vous en avez combien? 7, 8, 9. Vous en avez 9, j'en ai 8, donc il faudrait qu'on les vérifie toutes. On va chercher les registres. On va chercher les registres, oui. Débute alors une longue traque, celle du registre, qui révélera les noms et prénoms, mais aussi les dates correspondant au défunt et à sa filiation. Avec souvent le sentiment de piétiner dans les recherches. Écoutez, la décennie 1953-1962 ne donne rien, j'ai aucune naissance. C'est bizarre, hein, la notaire pensait qu'il y avait quand même 2 enfants. On va quand même faire les années avant le mariage. 51. 52. Parfait, c'est parti. Damien cherche à lever le doute sur l'existence des 2 enfants évoqués avant sa mort par le défunt. C'est bon, j'en ai un. Ah, bah voilà, super. Michel, Dites-moi sa date de naissance. le 25 mars 1952. 1952. Oui, il était légitimé par le mariage. Et peut-être que lui vient de donner des éléments sur un éventuel frère ou une éventuelle sœur ou d'autres enfants. Ok, ça marche, on peut faire comme ça, très bien. On va trouver rapidement le numéro de téléphone de Michel. Je téléphone à Michel, je lui explique que j'ai été missionné par un notaire dans le cadre de la succession de son papa. J'ai un silence derrière le téléphone, il ne dit rien. Et au bout de quelques instants, il me dit « mais c'est pas possible, mon père est décédé il y a 25 ans ». Donc là, je comprends qu'il y a forcément eu un mensonge familial. Je lui dis que son papa vient de décéder et que j'ai été missionné pour retrouver les héritiers dans sa succession. J'ai conscience que là, je viens de faire une révélation, sans doute maladroitement, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il imagine son père décédé depuis 25 ans. Donc je lui propose de le rencontrer et on décide de prendre rendez-vous pour se voir avec son frère. La rencontre qui aura lieu dans quelques jours va bouleverser la vie de Bruno et Michel. Dresser la généalogie d'un défunt dans le but de rechercher ses possibles héritiers, c'est d'abord remonter dans son passé, retracer sa vie et celle de sa famille avec ses bonheurs et ses drames. Au cours de leurs recherches, il arrive parfois que les généalogistes aient rendez-vous avec les épisodes les plus sombres de notre histoire, révélant ainsi de terribles destinées. Lorsque l'on me confie un dossier, je me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que je vais retrouver des héritiers? Et jusqu'où va nous emmener ce dossier et ces recherches? Je m'appelle Paul Loriot, j'ai 41 ans et je suis généalogiste successoral depuis 15 ans. Dans le dossier de succession de Sarah, on a très peu d'informations. Sarah est juive, polonaise. Elle est mariée 2 fois, sans enfants, et elle a un patrimoine assez conséquent, d'environ 700 000 €. La seule piste que j'ai, c'est une lettre écrite en 2010 par une certaine Nicole. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, ça Vous va êtes bien? Nicole? Oui, je suis Ah, ben, Nicole. enchanté. Oui, ben, je suis contente Merci de me recevoir. Oui, ben, je suis très contente de vous avoir. Comme je vous l'avais dit, on recherche les héritiers de Sarah.
Et le notaire, lorsqu'il nous a mandatés pour rechercher les héritiers, il m'a donné un élément, une lettre qu'elle avait reçue de votre part. Oui. Et vous êtes pour moi la personne qui va peut-être pouvoir m'aider à retrouver les héritiers. Regardez. C'est bien vous qui l'aviez écrite? C'est bien moi. Oui, oui, c'est bien moi qui ai fait cette lettre-là, le 9 février 2010, parce que M. Jacques était mort quelques jours avant. D'accord. Son frère. Et elle avait plusieurs frères et sœurs ou pas, Sarah? Il y avait Sarah, Jacques et 2 petits frères, dont un s'appelait Joseph, mais l'autre, je ne sais plus. D'accord. Et Jacques, il vous parlait parfois de sa famille? Sa famille était juive, la guerre a éclaté, et puis les parents de Jacques ont demandé à Sarah et à lui de s'échapper bien vite. Ils étaient où à ce moment-là? Région parisienne. D'accord. Puis les parents et ses 2 petits frères ont été envoyés dans les fours à gaz. Oui, oui. Il ne les a jamais revus. Oui, oui, je ne peux pas dire même où il a été hébergé. Est-ce que c'est à la rue, est-ce que c'est sous les ponts, je ne sais pas. Il avait réussi, lui, à se cacher. Et Sarah aussi. Sarah, elle a eu des enfants? Elle n'a pas eu d'enfants, jamais, non. Monsieur Jacques m'a toujours dit. Non, elle n'a pas eu d'enfants et Monsieur Jacques non plus. Et Jacques non plus? Non. Mais oui. J'apprends l'horreur qu'a connue Sarah jeune lorsque les Allemands ont emporté sa famille. Paris, juin 1942. Le port de l'Étoile jaune est désormais obligatoire pour les Juifs et les rafles s'accélèrent. Estera et Moïse Weingarten demandent alors à leurs 2 aînés de 20 et 18 ans, Sarah et Jacques, de fuir tous les 2. C'est leur seule chance d'échapper aux griffes des nazis et de la police française. Leurs parents et leurs 2 jeunes frères, David et Joseph, 11 et 12 ans, sont déportés à Auschwitz le 19 août 1942. Les 2 aînés, eux, s'en sortent. Mais personne ne saura jamais comment, car ni Sarah ni Jacques n'en ont jamais parlé jusqu'à leur mort. Jacques, un repas de famille chez nous. Ici, il est encore là avec mon mari et un frère qui est à moi. D'accord. Vous avez déjà vu Sarah? Non, non, vous l'avez jamais vue? Non, non, jamais vu Sarah, non, non. D'accord. Parce que j'ai apporté une photo Oh, pour que vous puissiez au moins la rencontrer. Je suis contente, je suis... Regardez. Sarah, oui, Sarah. Eh bien, elle a ses yeux. Ah, elle a bien ses yeux à Monsieur Jacques. Ah, bah oui. Ah oui, elle est belle, hein. Ses yeux en disent long aussi à elle, je trouve. Hein. Ses yeux en disent long sur son histoire. Elle est belle, elle est belle. Oui, ça m'émeut parce que... ah oui, ça m'émeut, oui. Ça me fait quelque chose à voir. Quelle vie. Quand je quitte Nicole, la seule information que j'ai, c'est Lotz, la ville de naissance de Sarah, qui est marquée sur son acte de décès. Et donc il faut que j'aille en Pologne pour essayer de continuer à faire mes recherches, pour retrouver les héritiers de Sarah. Lors de ce prochain voyage en Pologne, Paul va faire une découverte majeure concernant la famille de Sarah. Chaque famille écrit son histoire au gré des naissances, des décès et de 1000 péripéties qui surviennent au fil du temps et des circonstances. Au cours de leurs recherches, les généalogistes dévoilent parfois de très lourds secrets. C'est le cas au Mans, dans le dossier qui concerne Bruno et son frère Michel. On est souvent amené dans notre métier à aller retrouver des enfants que leur père ou leur mère n'a pas vu depuis plusieurs dizaines d'années parfois. C'est des choses courantes. Mais là, pour la première fois, je viens révéler un décès d'un papa que les enfants pensaient décédé depuis plus de 25 ans. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Porte ouverte.
Très heureux. Bonjour madame. Merci beaucoup. Entrez donc. Vous êtes, oui, je vous présente mon frère. Michel. Voilà. Et Bruno. Tout à fait. Donc on s'est eu au téléphone. Oui. Je vais vous rappeler un petit peu qui je suis. Alors, donc, je suis généalogiste successoral. Donc mon métier, c'est de retrouver des héritiers. Oui. Quand au moment d'une succession, le notaire ne les connaît pas ou n'en connaît qu'une partie. Tout à fait. Donc moi, j'ai été missionné à l'origine, avant de vous rencontrer, par un notaire qui m'a appelé et qui m'a expliqué qu'il était chargé du règlement d'une succession. La succession de votre papa, comme je vous l'ai expliqué au téléphone. Et il avait très peu d'éléments pour régler le dossier, puisqu'il ne vous connaissait pas. J'ai retrouvé sur son parcours vos naissances, puisque là où il a vécu, nous, on va chercher à l'état civil pour voir s'il n'y a pas des naissances. Et j'ai retrouvé Michel et Bruno. Voilà, vous deux. Et j'ai pris contact avec vous. Votre papa, à partir de quand il est parti de la maison? Enfin, vous avez un souvenir? Je sais pas, parce que j'étais très jeune à l'époque, j'ai pas pu connaître. Et quand vous étiez jeune, vous n'avez jamais parlé avec votre maman? C'était une époque où les gens ne parlaient pas de leur vie. Et quand on vous a appelé, vous étiez convaincu qu'il était décédé, vous m'avez dit. Il y a 25 ans en arrière, j'avais voulu rechercher mon père. Et quelque temps après, ma mère, elle a dit que mon père était décédé. Bon, bah, j'ai fait mon deuil, entre guillemets. J'ai dit, bon, je continue pas les recherches. Et là, vous me dites qu'il était vivant. Depuis que tu l'as su, tu es toujours en train de dire, mais mince, on m'a menti toute ma vie. Oui, c'est vrai. J'aurais voulu le connaître. Parce que... Je réalise que ce que je leur ai révélé est une véritable déflagration familiale. Et leur maman, il y a 25 ans, leur a annoncé que leur père était décédé. Et moi, aujourd'hui, je viens de faire réaliser à Bruno que le mensonge de sa maman l'a empêché de connaître son papa. Lui qui rêvait de connaître son père. Bruno et Michel sont âgés respectivement de 3 et 5 ans quand leur père quitte le domicile familial. Ils ne le reverront jamais et seront élevés par leur mère. D'après ce que m'a raconté le notaire, qui était une témoin privilégiée, il aurait aimé vous retrouver. D'accord. Mon rôle aujourd'hui, c'est aussi de vous accompagner par rapport à l'annonce de ce décès. Avec le notaire, on va aller faire ce qu'on appelle une opération d'inventaire. On va aller au domicile, un domicile qui est resté fermé depuis le décès. Et moi, je vous invite vraiment à venir à cette opération, parce qu'au travers des objets qui restent, des photos qui restent, du témoignage des gens qu'on va peut-être rencontrer à cette occasion-là, vous arriverez à dessiner un petit peu qui était votre papa. J'aurais bien voulu qu'il soit encore là, lui parler, raconter ma vie, mes enfants, mes petits-enfants, parce qu'ils n'ont pas connu leur grand-père. Mais non, c'est comme ça. C'est bien, moi aussi. Je vous présente Maître Hervé. Heureuse de vous rencontrer et de vous montrer l'endroit où vivait effectivement votre papa. Et puis on va faire un petit inventaire en fait de ce qu'il y a dans cette maison. Il y a des photos. Je pense que c'est votre papa. Là, c'est votre papa, oui. Et je pense que ça doit être la même personne, mais un peu plus jeune. Oui. Donc je pense que c'est votre papa. Il avait 40 ans, là. À peine. Ah, toi, il te ressemble. Hein. Ça me fait déjà plaisir de voir des photos de mon père. Ouais. C'était ses cahiers de transmission, la personne qui s'occupait de lui, qui mettait tout ce qu'elle faisait. Elle marquait en fait tout ce qu'il ressentait tous les jours. Monsieur n'est pas en forme, il fait que de pleurer. Il y a un an. Ouais, c'était dur de voir ça. Pas le moral, bien discuté. Ouais. Partie morale était mieux. C'est vrai qu'il aimait beaucoup discuter. Moi, je restais longtemps quand je venais.
Les premières fois où je l'ai vu pleurer, c'est justement quand il me parlait de vous. C'est dur. J'étais à 50 km de chez lui, j'aurais préféré être auprès de lui. Hein. Discuter, l'aider. Je suis passé à côté de l'histoire. Ce qui me reste, c'est les miens. On s'installe ici? Oui. Très bien. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les sommes aujourd'hui qui ont été épargnées par monsieur et madame vont se partager entre deux familles. Vous, qui êtes les enfants de monsieur, mais également entre les enfants de madame, la deuxième épouse de votre papa. D'accord. Voilà. Il y a un peu plus de 100 000 euros. Et la maison est estimée aux environs de 70 000 euros. Vous voyez ensuite, ce patrimoine-là est divisé en deux et effectivement, vous partagez cette moitié. Est-ce que cela, ça ne va pas les importuner, sachant que nous, on arrive, entre guillemets, comme un jeu de quilles. C'est ça. Il ne faut pas que vous culpabilisiez, monsieur. D'un point de vue moral, moi, je trouve ça tout à fait normal qu'aujourd'hui, vous veniez à la succession. Parce que quand vous étiez jeune, votre papa, il n'a pas contribué à votre éducation. Patrimonialement parlant, il vous a pas aidé quand il était jeune. Donc, ça me paraît aussi normal qu'aujourd'hui, vous arriviez aussi dans sa succession et que vous en ayez une partie. Voilà, c'est ça. Ça me paraît juste. Voilà. Donc, aussi bien la solution légale qu'on va dire la solution morale, me paraissent toutes les deux des solutions justes. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre papa, s'il avait souhaité que vous ayez le moins possible, il l'aurait fait. Je suis venue à 3 reprises le voir. Il avait largement la possibilité de faire un testament et de prévoir qu'effectivement vous ayez le minimum légal. S'il avait voulu vous oublier, il n'était pas obligé de me le dire. J'ai énormément souffert moralement, alors ça me console, je veux dire, ça prouve qu'en fin de compte, il avait des sentiments pour nous. Oui, malgré au moins. c'est vrai. Pour moi, il ne m'a pas abandonné. Je refute ce mot. Bruno et son frère Michel hériteront de leur père d'environ 42 000 euros chacun. Mais la révélation que leur a faite Damien sur l'existence de ce dernier est bien plus précieuse. Les dossiers que les généalogistes sont amenés à traiter leur font parfois toucher du doigt la grande histoire. C'est le cas dans la succession de Sarah, dont Paul, épaulé de Benoît, cherche toujours à savoir si elle avait encore de la famille et donc des héritiers. Dans le dossier de Sarah, le seul moyen d'avancer, la seule piste que l'on a, c'est la Pologne. On recherche d'abord l'existence des petits frères. J'essaye de trouver aussi des oncles et tantes qui pourraient me permettre, si jamais elle n'a pas de neveu et nièce, de retrouver des cousins plus ou moins éloignés. Bonjour Pavel, tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Bon voyage? Oui, très bon voyage, merci. Parce que le bassin familial de Sarah est la Pologne, et Łódź en particulier. Pavel, dossier compliqué là. Sarah est décédée et j'ai très peu d'informations sur elle et sur sa famille. Elle a eu 2 petits frères, David et Joseph, qui apparemment auraient été déportés et qui seraient morts. D'accord. Mais j'en ai pas la certitude et j'ai besoin de la voir pour savoir si on peut pas retrouver d'éventuels enfants de David et Joseph qui pourraient être héritiers de Sarah. Je pense que la meilleure solution, ce sera commencer par Auschwitz. Peut-être on pourra retrouver quelque chose là-bas. Tiens, Paul. Tu vois ici, il y a ces fameux livres. Il y a marqué ici 4 millions de
des gens qui étaient exterminés de totalité de 6 millions de juifs. Tous ces noms, 4 millions de noms de juifs, ils sont marqués là. C'est vraiment très particulier. Ça fait vraiment le froid quand on voit tout ça. On peut essayer de voir sur un W. Oui, là on en est K. L'autre côté, sûrement l'autre côté. C'est beaucoup plus loin. Non, c'est plus loin. On est en O. R. C'est R. S. T. On s'approche. T. Par R. Et là, à W, voilà. W, oui. Weingarten. Il y a beaucoup. Donc il faut qu'on cherche un David et un Joseph qui sont nés après 1925, comme ils sont les petits frères de Sarah et Jacques. Donc là, on a des David nés en 1894, donc non. 1932, là on en a un. Et là, on a un deuxième David qui serait né le 2 novembre 1931 à Paris et mort à Auschwitz-Birkenau. OK. Là, on a 1892. Et après, ça change. Voilà. Donc déjà, on en a deux. Donc si jamais ce David était bien le petit frère de Sarah, ça voudrait dire qu'il serait mort ici, sans enfant. Donc il faudrait qu'on vérifie pour Joseph et après qu'on aille rechercher des cousins. Donc ça, ce serait une mauvaise nouvelle parce qu'il y a déjà tellement peu d'informations. Et on va chercher Joseph. Joseph. Oui. Il y en a beaucoup et plusieurs écritures. Là, on a un Joseph né le 16 mai 1930 à Lodz et qui serait mort ici à Auschwitz-Birkenau. Là, il y en a un, 6 janvier 1925, qui serait mort aussi ici. Et après, on passe à Judith. Donc si jamais on arrive à faire le lien entre les David que l'on a avec les dates de naissance et Sarah, on saura avec certitude que et Joseph et David sont morts ici et n'ont pas eu d'enfants. Partons à Lodz. Quand je quitte Auschwitz, grâce aux informations de l'équipe à Paris, j'ai la confirmation que David et Joseph, les petits frères de Sarah, sont décédés, malheureusement, dans les camps de la mort. La porte se referme, et donc là, il faut qu'on se recentre sur un oncle, une tante, un cousin. Donc là, ça y est, cette page, il n'y a pas. Sur la page suivante. Alors... Le problème que l'on a avec Pavel, c'est que beaucoup de documents ont été détruits. Tout comme Varsovie, Lodz est bombardé par l'aviation allemande en 1939. Un grand nombre d'archives disparaissent alors. Donc là, on n'a pas de... Il n'y a pas de Weingarten. Peut-être une bonne idée, c'est la recherche par rapport au nom de jeune fille, de maman, Estera. Radiski, ce n'est pas très répandu. D'accord. Et ça, peut-être, ça peut donner plus de chance. Oui. Et ben voilà, c'est le numéro 5. Là, on a Estera. Okay. En orientant leurs recherches du côté de la mère de la défunte, Paul et Pavel retrouvent peu à peu tous les membres de sa famille. Bon, c'est la bonne personne. Parmi eux émergent les prénoms des 4 oncles de Sarah. Donc, ce sont les oncles et tantes de Sarah. Donc, peut-être qu'eux ont eu des enfants qui seront héritiers de Sarah. Les archives révèlent une nouvelle information aux 2 généalogistes. 3 des 4 oncles sont déclarés morts pendant la Première Guerre mondiale sans avoir eu de descendance. Le 4e, Samuel, est le seul dont la mention décès ne figure pas dans les registres. Il y a une petite annotation. 1913, il avait à ce moment-là 21 ans. Il est parti faire son service militaire. À 21 ans, il était peut-être déjà marié, il avait des enfants, peut-être. Oui. Ouais. C'est un bon sujet pour exploiter plus tard. Ouais. On découvre l'existence d'un oncle, Samuel. La piste est très mince et on se dit, où est passé Samuel? Qu'a-t-il fait de sa vie? Est-ce qu'il a fini sa vie en Pologne, en France, dans un autre pays? Il faut qu'on découvre tout ça pour pouvoir essayer de retrouver les descendants de Samuel
qui seront les héritiers de Sarah. Les découvertes que Paul va faire sur la vie de Samuel vont lui permettre de résoudre définitivement l'énigme des héritiers de Sarah. Entamer des recherches généalogiques sur un défunt, c'est d'abord s'intéresser à son histoire. A-t-il été marié? A-t-il eu des enfants? Était-il entouré à la fin de sa vie? Comment vivait-il? Dans quel contexte? C'est souvent le seul moyen d'obtenir des indices qui permettront peut-être de retrouver des héritiers. Les dossiers que les généalogistes ont à traiter racontent des destins particuliers, des époques et des milieux différents. Mais ils ont tous un point en commun, la solitude de ceux dont ils recherchent les héritiers. Bonjour Ludivine. Bonjour Aude. Je m'appelle Aude, j'ai 50 ans, je suis généalogiste depuis 5 ans. Donc il m'a été confié un dossier de succession qui concerne une femme, Geneviève, qui est décédée à l'âge de 71 ans, retraitée, pas de conjoint, pas d'enfant, sans frère, sans sœur, elle n'avait plus ses parents. Et elle n'était pas mariée? Et non mariée, voilà, exactement. Célibataire, hein, donc même pas de divorce, célibataire. Donc a priori, tu n'as pas, pas grand-chose. Contact d'héritiers potentiellement connus. D'accord. J'ai mis une copie du permis de conduire. Ça permet d'avoir au moins son visage, effectivement, de voir un peu qui était la défunte. Le notaire m'appelle, me dit « Aude, une aide-soignante est venue m'apporter ce dossier. La personne est décédée, on sait simplement qu'elle a 71 ans, qu'elle s'appelle Geneviève, qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'a jamais été mariée et que c'était son souhait depuis le départ. » Donc, on part sur une recherche totale. On va essayer de reconstituer son histoire. Est-ce que tu as une vague idée de l'actif et du passif, peut-être? Alors, donc je t'ai fait une pochette avec les pièces assez classiques, hein. Tu auras tout. Très bien. Donc, voilà. Parfait. Ce dossier comprend 2 biens immobiliers situés en Île-de-France. Il y a quand même environ un peu plus de 500 000 € de liquidité, ce qui est quand même important. Au total, c'est donc plus d'1 100 000 € que se partageront les héritiers de Geneviève. Et enfin, donc, il n'y a pas de disposition testamentaire. Maintenant, il y a peut-être un coffre en banque. Il faudra qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de testament au coffre. Voilà. Bon, bah écoute, c'est parfait. Je fais le nécessaire et je te tiens au courant. D'accord. Merci beaucoup. Un dossier de succession, ça reste un dossier de recherche. On part d'une personne et on va carrément reconstituer son arbre généalogique successoral. Qui sont ses héritiers? On part de rien. Bonjour Philippe. Bonjour Aude. Comment vas-tu? Ça va. Je t'amène un nouveau dossier, voilà, donc de Geneviève, personne célibataire qui demeurait à Saint-Maur-des-Fossés. Ok. Qui a un patrimoine assez conséquent et donc il va falloir qu'on retrouve ses héritiers. Donc je vais l'acte de décès, voilà, si tu veux. Je te montre l'acte de décès. Qu'est-ce que tu as comme élément de départ? Alors je te donne tout ce que j'ai. Donc c'est le schéma classique par l'état civil et puis... Exactement. Au fil de la recherche, on t'informe et on informe le correspondant. Voilà. D'accord. Je m'appelle Philippe, j'ai 51 ans, je suis généalogiste depuis 27 ans. Lorsque Aude me confie ce dossier, j'ai très peu d'éléments. Je dois entamer la recherche généalogique classique, consulter son acte de naissance, l'affiliation avec les dates et lieux de naissance de ses parents et entamer la généalogie. Lors de ses recherches à Paris, Philippe a identifié 2 cousines héritières de Geneviève. Ça va et toi? Impeccable. Initialement, donc, notre défunte, qui est ici, Geneviève, est née dans le Val-de-Marne. D'accord? Elle est née en 47. Son père est né à Paris. Okay. Voilà, donc on a fait les premières recherches sur Paris qui ont pu nous fixer. Et on arrive à ses grands-parents. Et sa grand-mère est donc originaire du Cher. Donc je pense que dans un premier temps, on va essayer d'étoffer le tableau par l'état civil. Ce dossier est le cas typique de beaucoup de nos dossiers où on effectue des recherches avec du cousinage très éloigné, ce qu'on appelle le 6e degré. Donc là, on doit remonter assez loin, avoir des frères et sœurs des grands-parents et retrouver des descendants des cousins éloignés, vivants, qui vont hériter de la succession. Donc je cherche la famille. Oui.
Tiens, je les ai. Sylvain, Solange, donc c'est bien ça. Lucie, bah voilà, la grand-mère. Tiens, elle a une sœur, Céline, et un frère, Émile. Donc Sylvain et Solange sont les arrière-grands-parents de la défunte. Et on sait d'ores et déjà que la grand-mère, Lucie, avait au moins une sœur, Céline, et un frère. Avec ces premiers éléments, je vais pouvoir dresser l'arbre généalogique, les mariages, les naissances, les décès, etc., etc., pour petit à petit retrouver des frères et sœurs de la grand-mère de Geneviève, des enfants de ceux-ci, et des petits-enfants qui seront finalement les héritiers au même degré que Geneviève. Bon, là, c'est impeccable. On va poursuivre sur les autres frères et sœurs de la grand-mère pour essayer de trouver d'autres héritiers sur la commune, parce que je crois que visiblement, là, toute la famille est restée sur cette commune-là, et on en va avoir d'autres héritiers. Impeccable. Du côté de la grand-mère, nos recherches ont permis de retrouver 16 héritiers. Au total, donc, Aude et Philippe ont retrouvé 18 cousins éloignés de la défunte Geneviève qui vivaient pourtant sans famille. Dominique en est une. Elle a voulu en savoir plus sur celle dont elle hérite. Bonjour. Bonjour, chère madame, comment allez-vous? Bien et vous? La notaire et un commissaire-priseur sont également présents pour procéder à l'inventaire et à l'évaluation des biens de la défunte. C'est la première fois que l'appartement de Geneviève est visité depuis sa disparition. On va commencer à regarder dans les tiroirs, savoir s'il y a peut-être des bijoux, peut-être des papiers importants, en fait, voilà, des photos. Voilà. C'est le but des inventaires. Maintenant, on évalue toujours les biens immobiliers, mais on évalue aussi le mobilier qu'il y a à l'intérieur. C'est elle. Avant d'être placée sous curatelle, Geneviève vivait recluse et refusait tout contact avec l'extérieur. Très jolie femme. Orlyville, Saint-Maur-les-Fossés, on n'était pas loin. J'aurais peut-être pu... Oui, vous auriez pu la côtoyer, oui. Finalement partager peut-être qu'on aurait eu elle. des infinités, un petit peu, puis oui. Peut-être qu'on aurait pu faire des petites sorties, des petites choses, quoi. Je sais pas. C'est un portefeuille. Les boîtes sont vides. Sympathique ce petit siège. Il a, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Je le trouve très décoratif, mais ça a une toute petite valeur. Le commissaire-priseur va donc tout répertorier, le but étant de mettre un prix sur le mobilier de l'appartement. Je ne trouve pas de petits trésors pour le moment. Je trouve étonnant qu'on n'ait aucune trace de bijoux. Pas de bijoux du tout. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une vente aux enchères possible pour ça? Oui, c'est tout à fait possible. Simplement, nous sommes dans un appartement qui est très typique d'une génération qui s'en va aujourd'hui. Et ce type de mobilier ne vaut quasiment plus rien aux enchères publiques. Donc tout est vendable, mais dans les proportions qui sont celles des objets concernés. Bien sûr, bien sûr, très bien. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Alors Dominique, il est très important que je vous annonce que Geneviève avait un coffre-fort. Donc là, je vais vous y emmener. Nous avons les preuves que vous êtes héritière, mais il peut arriver qu'il y ait un testament. Et s'il y a un testament, malheureusement, tout notre travail sera réduit à néant et vous ne seriez probablement pas héritière. Voilà, donc on va y aller maintenant. Enchanté, merci bienvenue. De vous recevoir. Je vous en prie. C'est un petit coffre bien coloré. Et va maintenant le disposer sur la table. Ça va être la surprise maintenant, voir ce qu'il contient. Différents diplômes, des convocations à l'examen du baccalauréat. Aucune lettre manuscrite. Aucune lettre manuscrite. Pour le moment, pas de testament en vue. Non. Pour le moment, nous n'avons pas de testament en vue. Il n'y a pas d'autres papiers. Voilà. On est donc rassurés sur ce point. Ah, c'est un coffret à bijoux, visiblement. Oui. Donc, elle en avait bien. Voilà. Ici, il y a des bijoux en or, hein, donc il n'y a pas uniquement des bijoux fantaisie. Ça, c'est un bijou fantaisie. Des bijoux qui n'ont pas de valeur du tout, et puis d'autres qui vont en avoir. Je vais vous indiquer cela.
nous avons des bijoux qui peuvent être intéressants sur le plan financier. Aux enchères publiques, le gramme d'or vaut entre 20 et 25 euros en ce moment. L'or est au plus haut ces derniers temps. Oui. Je crois que maman, elle a le même. Ici, il y a une pièce de 20 $ qui est montée en broche. Ouais, souvent, ils font ça. Ou sur chaise. Qui date de la fin du 19e siècle, de 1893. Ça vaut plus de 1 400 euros aujourd'hui, au cours du jour. Le total auquel nous arrivons au coffre de la banque est de 13 659 euros. Très bien. Sans la présence d'un testament qui aurait pu les écarter de la succession, les 18 héritiers de Geneviève toucheront leur part d'héritage dans quelques mois, lorsque les 2 appartements, les meubles et objets de la défunte auront été vendus. Après déduction des frais de succession et du coût des recherches généalogiques, Dominique devrait toucher environ 110 000 euros. La quête de l'héritier inconnu est longue et souvent complexe, surtout lorsque l'histoire avec un grand H s'en mêle. À Lyon, Paul et Benoît sont toujours accaparés par le dossier de la défunte Sarah. Leur enquête en Pologne leur a permis de reconstituer sa généalogie avec une piste qui s'ouvre à eux, celle de Samuel, l'un des oncles de Sarah. Alors donc le père de Sarah s'appelait Moïse et sa mère s'appelait Esther. Et donc Esther avait un frère, Samuel, dont tu as retrouvé la trace en Pologne. A priori, là, c'est la seule piste que l'on a. On sait que avec la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Juifs sont partis aux États-Unis, un pays qui était plus sûr, on va dire. Donc, est-ce que lui-même serait parti aux États-Unis? Ça pourrait être une piste intéressante à creuser. On se pose de nombreuses questions. Qu'est-ce qu'il a pu devenir? Où est-ce qu'il a pu aller? Et si Samuel était parti, comme de nombreux Juifs à l'époque, aux États-Unis? Une semaine plus tard, Paul prend le parti de poursuivre son enquête de l'autre côté de l'Atlantique. C'est sa seule chance de retrouver une trace de la famille de Sarah. Il se rend immédiatement sur l'île d'Ellis Island, au Musée national de l'immigration. De 1892 à 1954, 12 millions de migrants, la plupart européens, ont débarqué sur cette île avec l'espoir d'être admis sur le sol américain pour y tenter leur chance. Parmi eux, de nombreux juifs fuyant les pogroms d'Europe centrale et plus largement la montée des nationalismes. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour, je suis Jackie Schock. Ravi de vous rencontrer. Ravi également. Jackie Schock est la directrice du musée. Alors, qui recherchons-nous? Alors, je suis à la recherche d'une personne dont j'ai très peu d'informations et qui a dû arriver autour des années 1920 et dont le prénom est Samuel. Et le nom de famille, Radzicki. Ok, alors... Non. On pourrait regarder juste au nom de famille, comme ça on va voir ce que ça pourrait donner. Vous voyez, il y en a seulement 20. Ce nom de famille était peu commun parmi les migrants. C'est un nom assez rare. Et donc du coup, on a Alice, Anthony, Jean, Johan, Joseph, Marianne. Il a dû voyager avec son prénom yiddish. Ah, et on a Zmul, avec un Z, 1920. Ça pourrait être lui. Alors en Pologne, c'est le nom inscrit sur son passeport. C'est son prénom de naissance. C'est d'ailleurs normal qu'il voyage avec son prénom yiddish. On peut regarder dans son dossier et confirmer que c'est bien la personne que vous cherchez. Voilà où il est né. Voilà. Donc c'est bien lui, effectivement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc effectivement, c'est Samuel, mais c'est Smul, son nom d'origine, qui était sur son passeport à l'époque. Ah, ça c'est intéressant. La question ici, c'est avait-il assez d'argent à son arrivée? Il fallait $50 pour pouvoir entrer aux États-Unis.
Or, il avait 10 $. C'était juste après la Première Guerre mondiale. Les gens avaient tout perdu. Ils repartaient de zéro. Lui était couturier. Il arrivait à New York pour se construire une nouvelle vie avec sa femme. Ça a du sens. Le rêve américain, vous voyez. Et il avait un point de chute. C'était Patterson, dans le New Jersey. Donc effectivement, peut-être qu'on ira chercher là-bas. Il a peut-être laissé des héritiers dans le New Jersey. Oui. Donc merci infiniment. De rien. Je sors d'Ellis Island. Je décide de contacter Benoît pour qu'il commence à faire des recherches auprès de l'état civil du New Jersey et essayer de découvrir si Samuel a eu des enfants ou non. Samuel a eu une fille, Lois, qui est aujourd'hui décédée, mais qui laisse 2 enfants, Michael et Samuel, et qui, eux, sont vivants. Et là, ça y est, enfin, on a 2 personnes vivantes qui sont les héritiers de Sarah. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bien, merci. Installez-vous. Alors, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons parler de cette succession dans laquelle vous êtes héritier. Vous héritez donc d'une cousine que vous ne connaissez pas et qui s'appelle Sarah. Voilà le tableau généalogique. Donc, Samuel et Michael. Regardez. Donc, vous êtes ici. Votre maman, Lois, avait comme père Samuel. Et Samuel avait une sœur, Estera. Et Estera avait 4 enfants. David, Joseph, Jacques et Sarah. Ah, d'accord. Tenez, alors je vous présente Sarah, qui est votre cousine, de qui vous héritez. Il y a une ressemblance du côté maternel. Je vois ça au niveau de la bouche. Sarah, comme votre grand-père, elle est née en Pologne, elle est juive, elle a une histoire complètement folle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les SS sont arrivés pour emmener toute la famille et les parents ont dit à leurs enfants de se sauver. Et David et Joseph ont été attrapés, mais Jacques et Sarah ont pu se sauver pour échapper justement aux camps de concentration et à toutes les horreurs que l'on connaît. On n'avait aucune idée du destin de cette partie-là de la famille. Je me sens mal, car c'est une histoire triste. Ils ont eu une vie horrible. C'est un choc. C'est difficile d'entendre qu'une partie de notre famille a été exterminée à Auschwitz. Quel enfer. On ne savait rien de tout ce qui leur est arrivé. Je suis quand même heureux d'entendre que Sarah et Jacques ont réussi à en réchapper par rapport à leurs 2 petits frères. C'est juste incroyable pour moi, c'est tragique. C'est très difficile pour moi tout ça. Je me demande simplement pourquoi certains sont venus jusqu'ici aux États-Unis et d'autres pas. C'est une question de chance, d'opportunité. Il y a encore beaucoup de questions en suspens malgré tout ce qu'on vient d'apprendre et tout ce que vous venez de nous raconter. Cela soulève encore plus d'interrogations à propos de toute cette histoire. Ce que je trouve très beau dans cette histoire, c'est que Sarah a un début de vie difficile. Elle a pu trouver le bonheur
Et son argent va pouvoir peut-être vous donner un peu de bonheur, vous aider un peu dans la vie. Et ça, c'est une belle transmission, sûrement pour Sarah. Après les frais, tous les droits de succession, ça représentera entre 35 et 50 000 euros par personne. L'argent, c'est un cadeau. Mais le vrai cadeau, c'est d'apprendre tout cela. Elle est morte sans être seule, en étant aimée de tous. C'est réconfortant de savoir cela. Une triste histoire avec une fin heureuse. Thank you. Thank you. Thank you. Face aux héritiers, je ne suis pas que le Père Noël qui apporte un chèque. Mon rôle, c'est de leur apporter surtout une histoire, un passé, une émotion pour leur dire voilà ce que l'on sait et on va vous passer le témoin, à vous de le passer pour les générations futures. Lorsqu'on est devant ce tableau, je n'aurais jamais imaginé au départ devoir voyager autant. L'avion, le train, le bateau, traverser les océans, les continents et la grande histoire, ça laisse une émotion particulière. Sarah me marquera pour toujours. Je viens de montrer un nouveau dossier que j'ai reçu, mais il y a quelque chose qui est un peu original, c'est qu'elle n'a pas de filiation. Ni père ni mère. Ni père ni mère. Il n'y a pas de parents. Alors même que tout a été fait à l'époque, il y a 100 ans, pour que plus jamais on ne la retrouve, elle a eu une mère, Madeleine. Maman Simone. Il y a des pays dans lesquels les recherches sont complexes. C'est un dossier sensible, l'histoire d'Algérie. Il n'est plus là maintenant. Comment je pourrais lui dire? Je vais leur révéler qui était leur papa. Adjugé 2100 pour le 109. C'est la succession de Jean, un collectionneur d'art qui est décédé sans héritier connu. Adjugé. Je pense que Jeannot est avec nous en ce moment.